nous avons le plaisir d'avoir désormais Laurine El-Kurdi, qui est diplômée de Sciences Po. Vous travaillez depuis 3 ans maintenant avec Diadosphère. Diadosphère est un site, un fil Twitter qui a changé de nom entre deux, Just Project, qui fait de la veille et qui analyse notamment les discours djihadistes, mais pas seulement, puisque j'ai appris tout à l'heure qu'il s'intéresse aussi désormais à l'ultra-droite, au discours de l'ultra-droite, et nous avons le plaisir aujourd'hui de l'avoir avec nous pour nous faire un tableau, nous dresser un tableau de l'imaginaire eschatologique, des imaginaires eschatologiques dans la djihadosphère. Voilà. Merci beaucoup Hassan pour cette introduction et pour cette invitation. C'est un honneur d'être ici et surtout de présenter après Monsieur Crétier. Donc, je vais plonger dans le vif du sujet. Alors, je souhaite préciser que je ne suis pas experte en eschatologie. Je suis analyste au sein du JOS Project depuis 3 ans. On est sur Twitter sous le nom de Djihadoscope. Et notre activité consiste à analyser la propagande extrémiste en ligne, violente, en termes de dissémination et de rhétorique, dans l'objectif de comprendre comment cette propagande se déploie en ligne, sur quelle plateforme et comment elle fait preuve de résilience face à la censure. Donc, les éléments de cette présentation ont été identifiés au cours d'une veille intensive et qualitative de ces plateformes. Et donc, avant de parler d'eschatologie, je propose de faire un état des lieux rapide de la djihadosphère. Donc, est-ce que vous voyez ma présentation? En ligne, je pense que c'est bien aussi. Oui, on voit sur Zoom. Ah, super. Oui, Okay. oui. Merci. Oui. Ah, hop, je vais couper ça. Voilà. Ouais, on va faire ça. Non, du plein écran. En fait. C'est toujours les aléas du... Ah. J'arrive pas à défiler du coup. Ouais, mais c'est parce que... Ah, voilà, ça doit être bon. Je sais pas comment vous avez fait, mais c'est bon. Normalement. Ah oui, c'est parce que le partage d'écran est... Il semble avoir perdu le partage d'écran. Voilà, c'est ça. On va peut-être pas se mettre en plein. Mais du coup, comment on fait? Donc, voilà, parfait. Bon. Vous avez fait avec la souris? Ah, voilà. C'est bon. Est-ce que vous voyez état des lieux de la djihadosphère? Oui, oui. Bon. Parfait. Voilà. Ok, on est bon. Alors, avec l'avènement d'Internet et la libéralisation du marché de l'information, la djihadosphère a bien réussi à évoluer des médias traditionnels, plus verticaux, vers les premiers forums et les sites web. Et rapidement après, 2011 jusqu'à 2015, comme vous le savez tous, les groupes djihadistes ont bien réussi à établir une occupation de l'espace web, notamment les grands réseaux sociaux mainstream, qui étaient à l'époque très peu interventionnistes, qui vont justement commencer à le devenir en 2015 en supprimant des comptes, des pages, des publications à caractère terroriste. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu observer une phase de repli massif des internautes djihadistes vers Telegram. Donc Telegram, c'est une application de messagerie chiffrée où ces groupes pouvaient bénéficier d'une sécurité opérationnelle, mais avec l'inconvénient de restreindre leur public. Donc ces groupes, ils sont en arbitrage permanent entre sécurité opérationnelle et d'un autre côté, accomplir leur mission principale qui est de disséminer leur propagande au plus grand nombre possible, recruter, médiatiser leurs actions militaires, propager les prêches de leurs idéologues, etc. Il faut noter aussi que le volume et la qualité de ces productions reflètent les pertes territoriales de l'État islamique. Par exemple, en 2017, la propagande était à 947 produits par mois et en 2018, c'est descendu à 616. Mais l'activité reste importante et constante. Ils continuent à produire de nouveaux contenus et ils en recyclent des anciens. Ce paradigme va changer en novembre 2019, lorsqu'Europol va lancer une opération conjointement avec Telegram et quelques États européens qui va décimer les rangs virtuels de l'État islamique sur Telegram. Donc on parle de plus de 30 000 chaînes et comptes qui ont été démantelés. Et depuis,
il y a eu presque immédiatement une sorte d'atomisation de cette propagande vers des plateformes moins mainstream, plus petites, qui n'ont pas les moyens ou l'expérience de réguler et censurer ce genre de contenu. Donc aujourd'hui, cette propagande, elle a une espérance de vie de quelques heures sur Telegram, mais c'est assez de temps pour injecter une nouvelle publication officielle. Et de là, la propagande arrive à percer la censure en cercle concentrique. Donc on part du noyau officiel aux sympathisants qui vont la relayer à leur tour sur d'autres plateformes. Donc aujourd'hui, on observe un va-et-vient entre les plateformes plus discrètes et des plateformes plus propices à la viralité. Donc voilà un peu un récap rapide de l'histoire de la djihadosphère. En ce qui concerne notre thématique aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler d'eschatologie dans la djihadosphère sans parler de Dabiq. Alors, Dabiq, c'est quoi? C'est trois choses. C'est une ville en Syrie, dans le nord. C'est également le nom du magazine anglophone de l'État islamique qui est apparu quelques jours après la déclaration de Baghdadi en juillet 2014. Et le troisième aspect, et c'est celui qui relie les deux, c'est un hadith. C'est un propos qu'on attribue au prophète qui fait partie de la littérature eschatologique sunnite classique, mais qui prophétise que cette ville-là, Dabiq, serait le lieu d'une grande bataille, une Malhama Kubra, qui devait opposer les musulmans aux Byzantins. Donc, dans le temps moderne, ce seraient donc les membres de Daesh contre les forces de l'Occident. C'est important parce que non seulement l'État islamique s'est emparé de la ville et on a fait le titre de sa revue, mais chaque numéro de Dabiq, il y en a eu 14 si je ne me trompe pas, contient systématiquement à la dernière page un hadith eschatologique. Donc on y trouve des références à l'antéchrist, donc le Dajjal plus de 35 fois, la fitna ou la discorde 50 fois, les batailles 18, le retour de Jésus, Isa ibn Maryam 11 fois, etc. Donc le choix de ce récit eschatologique constitue finalement une rente idéologique dans laquelle ils puisent leurs arguments pour recruter et pour faire appel à la hijra, donc la migration vers l'État islamique. Donc je cite le numéro 2 de Dabiq qui dit « La première priorité est d'accomplir la hijra de l'endroit où vous vous trouvez vers l'État islamique. » Donc de la terre de la mécréance vers la terre d'islam. Et je souhaite aussi ajouter que dans la vidéo, quand le bourreau Djihadi John il apparaît dans la vidéo à côté du corps décapité de Peter Cassing, il déclare « Nous voilà en train d'enterrer le premier croisé américain à Dabiq et nous attendons avec impatience l'arrivée du restant de votre armée. » Voilà. Bon, les armées chrétiennes n'ont jamais chargé contre la ville et Dabiq est finalement libéré par des rebelles syriens soutenus par la Turquie en octobre 2016. Et comme le dit Will McCants, l'apocalypse est finalement reporté et on peut observer comment se fait la gestion de la dissonance cognitive. Donc tout d'abord, le magazine commence à laisser flotter l'idée que la prophétie ne se réalisera pas s'ils ne sont pas attaqués par des croisés ou des occidentaux à Dabiq, dans le numéro 8. Ensuite, on va changer le nom de la revue de Dabiq à Roumiya. Et enfin, 3 jours avant la libération de la ville, l'éditorial hebdomadaire arabophone de l'État islamique Al-Naba annonce qu'il y aura bientôt une Malhama Kubra, une bataille ultime, mais ce ne sera pas pour demain. Donc, dans la continuité de l'état des lieux de la djihadosphère que j'ai fait tout à l'heure, voici à quoi ça ressemble aujourd'hui, donc très rapidement. On a des discours Al-Furqan, qui est la maison de production officielle de Daesh en langue arabe, qui diffuse un enregistrement de temps en temps audio pour les événements majeurs. Par exemple, récemment, c'était pour annoncer la mort du dernier calife et pour faire appel à prêter allégeance au nouveau. On va aussi observer un recentrage sur le religieux, sur l'orthopraxie. On va beaucoup parler de patience dans les publications, dans des poèmes, dans des chants. Par exemple, en 2017, l'EI a publié un nachid français sur le thème « Patientons encore ». Bon, ce n'est pas pour dire que c'est du piétisme, la politique reste très présente, mais voilà, il y a quand même un recentrage orthopraxie religieux. Mais surtout, je veux vraiment insister sur la propagande concernant les prisonniers où l'eschatologie vient parfois donner un sens à l'incarcération. Donc, en plus des fondations centrales, on a aussi des fondations amatrices ou semi-officielles qui vont produire des contenus
liées au sort des prisonniers et des femmes dans les camps kurdes d'ailleurs, qui sont considérées aussi comme des prisonnières, finalement pour rendre hommage à ceux qui ont participé et à ce projet califal et qui en subissent les conséquences. Donc, il s'agit de mentions dans des éditos, dans des infographies, dans des poèmes. On a même des interviews avec des détenus pour parler de leurs conditions d'incarcération. Donc, si les interviews ont vraiment eu lieu, je ne sais pas, mais en tout cas, ils disent que c'est des interviews. On a des cagnottes. On va même avoir certains sympathisants djihadistes qui continuent leur activité en ligne depuis la prison et qui vont vivre leur incarcération comme une retraite spirituelle, en quelque sorte. On le voit dans la littérature djihadiste, c'est une sorte de mise à l'épreuve de son endurance idéologique. C'est un rite de passage, comme l'a fait Ibn Hanbal, Ibn Taymiyyah et Saïd Qutb avant eux. Donc, la baisse de la production de la propagande est finalement compensée par le recyclage d'anciennes publications, mais aussi avec un phénomène d'entrepreneuriat de sympathisants. Donc, il s'agit de contenus amateurs, conçus, élaborés et propagés par les personnes qui se portent volontaires pour entretenir en quelque sorte cette djihadosphère. Et finalement, le martèlement des messages sur la patience, sur les prisonniers, ça s'inscrit dans cette logique qui va rebaptiser les lourdes défaites de l'EI comme des épreuves à surmonter, mais surtout, ça va servir à l'entretien d'une mémoire collective pour maintenir une solidarité communautaire. Donc on parle de maintenance au sens de l'entretien d'une présence salafo-djihadiste en ligne pour cette diaspora virtuelle. Et l'eschatologie joue un rôle clé dans ce travail de maintenance. Par conséquent, on va dire que jusqu'à nouvel ordre, on va moins parler de grandes batailles, mais en tout cas, une chose reste sûre, c'est que le jour du jugement aura lieu. Et là, il n'y a aucune place à la spéculation. Donc, on va voir l'imaginaire eschatologique se manifester dans des contenus, du coup, produits et partagés par ses sympathisants, sous forme de ce qu'on appelle des rappels. Donc, les rappels, c'est des stories, c'est des chaînes, c'est des pages de rappel qui ont pour but de maintenir la religion dans l'atmosphère numérique. En général, alors je dis en général parce qu'il faut préciser que ce n'est pas un phénomène spécifique au djihadisme, mais en tout cas c'est sous cette forme-là qu'on observe la répétition des mêmes motifs eschatologiques qui deviennent à la mode grâce aux outils infinis de design et qui vont continuer à nourrir l'excitation sensorielle de la djihadosphère. Donc on a 3 thèmes principaux. Et David Cook, qui va intervenir, il me semble, dans la semaine prochaine, il a très bien dit, les créateurs de l'Apocalypse ont tendance à s'appuyer sur 3 thèmes. Le temps, parce qu'il est incroyablement court et que, encore une fois, bataille ou pas, il faut se préparer pour cet examen final, quoi qu'il arrive. Le sens, parce qu'il se trouve dans tout. Et dans les motifs que je vais citer, on va voir l'aspect fourre-tout. On va y trouver du sens déjà pour expliquer le désenchantement du monde. Ça va nous donner de la patience. Ça va surtout donner du sens à ma radicalisation. Si j'ai nui à des liens avec mes proches ou si je suis une personne placée sous main de justice. Et j'ajouterai aussi le motif de l'apocalypse morale, comme l'appelle David Cook. Donc, c'est la vision apocalyptique dans laquelle la société véritablement musulmane serait à l'opposé de celle dans laquelle nous vivons actuellement. Donc, elle existe en quelque sorte en contre-société pour se préserver de ce déclin de vertu. Donc, la djihadosphère a bien sûr réactivé ces thèmes-là à travers des motifs qui deviennent un véritable arsenal. Donc, on impose sa vision en s'appuyant sur un passéisme. Le passé est meilleur que le présent. Et si on est dans le salafisme, le travail est déjà fait. Et l'eschatologie va dire que l'époque antérieure à l'ère messianique est la pire de tous. Par conséquent, si la propagande parvient à persuader son public qu'il se trouve réellement à la fin des temps, il a toutes les cartes en main. Donc concrètement, comment ça se passe ? Les publications prennent souvent ce genre de format. Donc, on a la citation des textes sacralisés, c'est généralement des hadiths plus qu'autre chose, et on a l'interprétation de l'auteur, qui est finalement plus une explication qu'une interprétation pour bien diriger son public. Et donc là, on est dans la thématique du temps. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la phase recentrage religieux presque spirituel, où on va dédier plus de temps à l'orthopraxie,
On a clairement ici une rhétorique de culpabilisation, hein, de tout ce temps écoulé sans pratique religieuse, sans avocation. Et c'est là qu'on voit la puissance de cet outil pour les djihadistes, parce que c'est finalement là qu'on va faire culpabiliser de sociabiliser. Faire société et présenter comme le fait d'investir la dunya, le monde d'ici-bas, le monde matériel, et trahir l'au-delà. Et alors, il y a une sociabilité avec les membres de ma communauté, hein, c'est la base de l'alliance et le désaveu, mais même au sein de cette communauté, en quelque sorte élue, il y a des règles. Donc, comme le dit Anne-Clémentine Larocque, la vie est cloisonnée par les règles et les interdits pour être à l'abri de l'égarement et finalement à l'abri des choix, à l'abri de soi-même. Et on a même pu observer la création d'une hisba virtuelle, donc une police des mœurs, qui ordonne le convenable et interdit le blâmable en ligne. Ça m'amène au deuxième motif, qui est celui des ghuraba. Et c'est un motif extrêmement récurrent. J'en ai fait qu'une petite sélection pour aujourd'hui. La notion des ghuraba, qui veut dire étranger en arabe, est tirée d'une parole attribuée au prophète qui dit « L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et il redeviendra étrange, donc annoncer la bonne nouvelle aux étrangers ». Et ce hadith a toute une histoire en islam, hein, mais c'est la récupération salafo-djihadiste qui nous intéresse aujourd'hui. L'islam des premières générations était considéré comme étrange, mais c'était le vrai islam. Et puisque l'islam redeviendra étrange, selon ce hadith, il ne faut pas désespérer. Suivre l'islam authentique nous destine finalement donc à une vie où on nous considère comme étrange. Donc il ne faut pas céder, il ne faut pas enlever son voile, il ne faut pas serrer la main aux femmes, etc. On y ajoute aussi une dimension eschatologique à ce propos, qu'on va voir dans le sous-titre de ce livre publié par les éditions Nawa, qui dit Kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil, donc comporte-toi sur terre comme étranger, comme si tu n'étais que de passage. Donc comme un touriste, un étranger ne doit pas oublier qu'il n'est que de passage. Il faut donc divorcer de la vie d'ici-bas. Et encore une fois, historiquement, ce hadith a été aussi cité par les mystiques pour parler d'un état spirituel. Pour les chiites, c'était leur posture en tant que minorité, mais c'était aussi le nom de guerre de Zarqawi en Afghanistan en 89. Et on va donner un nouveau souffle à l'explication de Zarqawi dans le numéro 3 de Dabik, donc dans la revue, où Zarqawi place la notion des étrangers sous l'ombrelle de cette bataille ultime. Et dans cette rhétorique-là, les musulmans véridiques, les ghuraba, qui vont faire la hijra, vers la migration vers la terre de l'État islamique, sont les élus. C'est une poignée de justes, tout comme les premiers fidèles du prophète. Et là, on peut voir comment le terrain est maintenant fertile pour recruter. Ici, on a une affiche qui appelle à rejoindre les rangs. Si on est étrange à ce bas monde, on peut facilement le quitter, finalement. Le troisième motif, c'est le hadith des 73 sectes. Donc, le FOMO, là, c'est un clin d'œil pour la nouvelle génération. Donc, c'est le fear of missing out. Et où le prophète aurait dit « Ma communauté se divisera entre 73 sectes, toutes tirant en enfer, sauf une. » Et avec ce hadith, la djihadosphère est le lieu où l'on peut bien observer cette obsession de porter l'étendard de cette secte sauvée qui n'ira pas en enfer, finalement. Un dernier motif qui nous mène par la suite à l'apocalypse morale, c'est le motif de la pierre brûlante ou les braises. Donc, selon ce hadith, viendrait une époque où être un vrai musulman qui tient à son dogme serait aussi difficile que de tenir une pierre brûlante. Ça rejoint aussi ce que souligne Ibn Taymiyyah, donc un des penseurs les plus cités par les salafo-djihadistes, à savoir que peu de gens connaissent la réalité de l'islam et qu'il ne faut pas douter, car c'est ainsi qu'était la situation au début de l'islam. Et aujourd'hui, on serait dans une sorte de jahiliya moderne, donc la période anté-islamique qui est considérée aussi comme la période de l'ignorance, où les vrais musulmans, les djihadistes, sont seuls contre le monde. Donc tous ces motifs-là vont venir soutenir la croyance en une apocalypse morale, qui sera finalement la plus grande épreuve qui va cliver les vertueux, les vrais musulmans et le reste du monde. Donc ici, on a le meilleur exemple. On a une parole attribuée au prophète qui dit «
il y aura dans les générations tardives de ma communauté des gens qui vous rapporteront des choses que ni vous, ni vos ancêtres n'avaient entendu parler auparavant. Faites attention à eux et prenez-en garde. Donc, on a pu voir comment le magnétisme eschatologique est une rente pour la fierté de la Oumma, donc la notion de la secte sauvée, les Roulaba. Elle assure aussi le salut de ses adeptes dans l'au-delà, mais surtout, l'eschatologie dans la djihadosphère est une ressource pour la maintenance d'un bouclier doctrinal, comme dirait mon collègue médiateur, qui protégerait les muahidoun, donc les adeptes du salafo-djihadisme, contre toute tentative de désengagement de l'idéologie. Donc le désengagement peut se faire par la nature des choses, avec le quotidien, avec la baisse de l'exposition à la propagande, et ça peut aussi arriver, comme l'alerte cette publication, avec l'exposition à un discours alternatif. Donc ces motifs, finalement, ils confortent la personne, on peut dire, dans sa rupture et finalement dans sa radicalisation. Et tant mieux, on a abordé cette question tout à l'heure. Il y a aussi un aspect de l'eschatologie, mais très rapide, lié au conspirationnisme, mais très rapidement parce que c'est moins répandu. Mais il faut noter que l'eschatologie est aussi un terreau fertile pour les personnes qui ont une fibre complotiste. Donc depuis l'ère d'Al-Qaïda et même avant, il y a toujours eu une sorte de porosité entre l'eschatologie et la théorie du complot. Ce n'est pas pour assimiler l'eschatologie au complotisme, mais que les récits eschatologiques sont une source pour ceux qui ont cette fibre investigatrice, qui aiment creuser et faire les liens entre des phénomènes jusqu'à en être en rupture avec la réalité. Et comme le dit très bien Gérald Bronner, les théories du complot sont la sécularisation du besoin d'expliquer les maux du monde. Donc si l'eschatologie me dit que le système présent est un échec, c'est forcément la cause de toutes mes souffrances. Ça facilite l'identification d'un ennemi, ça va homogénéiser le outgroup, le E, qui est la source de tous nos problèmes, et le outgroup, donc c'est eux, et ils nous menacent, nous, le in-group. Donc certaines publications vont très très loin dans leur théorie. Donc il y a une véritable croyance qu'on voit beaucoup en ligne, que l'antéchrist est aujourd'hui en train d'opérer en secret, donc à travers les élites et les leaders du monde, pour enclencher une dynamique de déclin, pour que la Terre soit suffisamment corrompue et finalement prête à tomber dans le piège de l'antéchrist, du Dajjal, et on devient finalement plus vulnérable à sa fitna, à sa discorde. Et la porosité entre complotisme et eschatologie se manifeste très bien dans cette propagande miroir. On a ici un poster QAnon, donc le mouvement conspirationniste américain qui avait pour but de déjouer un État profond. Et on le voit récupéré par une page arabophone djihadiste qui poste énormément de contenu eschatologique et qui s'appelle d'ailleurs Anti-Mainstream Media. Et ils ont remplacé le héros Q avec un soldat qui porte la bannière d'islam et qui tient tête finalement à tous ces acteurs du système du Dajjal. Et pour finir avec le sourire, j'ai choisi de clôturer ma présentation avec une anecdote eschatologique mais comique. Alors c'est anecdotique, mais je tenais à évoquer l'exemple de quelqu'un qui a clairement l'apocalypse à l'esprit, et ça prouve aussi que l'eschatologie peut s'adapter à l'actualité. Donc dans cette publication, ce conte s'adresse donc à un public musulman français qui procrastinerait la hijra en attendant la fin des temps. Et donc, pour sensibiliser son public, il utilise le parallèle de la crise des frontières, de la pandémie, comme un rappel ou une sorte d'exhortation. Et le conte soutient qu'une crise mondiale due à l'arrivée de l'antéchrist serait pire que la crise des frontières actuelle. Et la diaspora musulmane ne pourra donc pas rejoindre le camp des justes, et pressant ainsi son public à faire la hijra dans un avenir proche. Donc, l'eschatologie est également parfaitement capable de s'adapter à l'actualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Laurine, pour votre exposé très clair qui vient compléter le précédent de M. Chrétien. J'aurais quelques questions à vous poser avant de laisser la parole. Tout d'abord, je suis frappé par le... Alors, vous l'avez bien précisé, bien évidemment, vous n'avez pas dressé
un tableau exhaustif parce que c'est une conférence, il faut faire des choix, c'est comme ça. Mais je m'interrogeais, alors, est-ce que du coup c'est révélateur, votre échantillon, ou est-ce qu'au contraire, c'est un prisme déformant, mais c'est à vous de me le dire. Je suis frappé par l'absence de référence au Coran et au verset coranique en lien avec la thématique eschatologique dans cette propagande en ligne. Ça, c'est ma première question. Ensuite, je vais m'interroger aussi sur la question de l'antisémitisme et son articulation avec l'eschatologie. Dans la fiche précédente, je crois qu'il était question de sionisme, il me semble. Oui, voilà, tout à fait. dans le texte en arabe. Oui. Voilà. Et du coup, ça m'a tout de suite fait titre. J'ai tout de suite pensé au fameux hadith qui dit qu'à la fin des temps, tout juif qui se cachera ne pourra échapper à la mort. Et du coup, est-ce que vous avez aussi ces éléments, ces motifs dans la Djihad Osfer? Voilà. Tout à fait. Alors, en réponse à la première question, alors en effet, on peut dire que le Coran est un récit eschatologique. Tout ce qu'il fait, ce que le Coran fait, c'est prévenir les gens qu'il y aura un examen final, un jour du jugement, et il faut s'y préparer. Par contre, tous les détails précis des événements qui vont mener à la fin du monde sont beaucoup plus détaillés finalement dans la tradition prophétique. Mais il y a aussi une autre chose, et c'est là qu'on voit qu'on est dans l'ère numérique, c'est que j'ai envie de dire, il y a certains hadiths, donc les motifs que j'ai cités, ils ont un aspect un peu presque plus sexy. Ils sont beaucoup plus modélisables. On peut faire beaucoup plus de design, beaucoup plus d'analogies, des parallèles. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus répandus. Et en réponse à votre deuxième question, il me semble que le numéro 2 d'Annaba, ou 3, cite justement ces versets par rapport à votre réponse pour l'antisémitisme. Il cite des hadiths justement que vous évoquiez, gare aux Juifs, car le jour du jugement, toute pierre derrière laquelle il se cachera, la pierre le dénoncerait. Oui, c'est absolument présent. Tout à fait. Et là, juste parce que c'est en arabe, du coup, tout à fait, j'y ai pas pensé, la publication dit ce système mondial sioniste, capitaliste, jahili, donc là aussi on voit la référence à la jahiliya, nouveau, n'est juste qu'un insecte qu'on va, Inch'Allah, vaincre finalement. Ouais. Merci beaucoup. Alors, une dernière question, je laisse la parole. Je m'interroge aussi, vous avez parlé de la revue d'Abik. Alors, d'Abik, il faut savoir que c'est aussi un haut lieu de la mémoire califale, de la mémoire des conquêtes omeyyades, pardon, tout d'abord. Donc, les Omeyyades, je rappelle, on règne entre 661 et 750, pour aller vite. Et des premiers Abbassides aussi, donc la dynastie Abbasside s'installe en 750. Et il faut savoir que c'est à partir d'Abik qu'était le principal campement militaire des califes omeyyades et des premiers Abbassides. Et c'est à partir de ce campement de Dabik qu'étaient menées les razzias, les expéditions annuelles contre les Byzantins. Et j'ai l'impression qu'il y a une forme de paradoxe dans ce que vous avez montré, dans la mesure où les hadiths ne font jamais, alors vous me direz si je me trompe, référence au djihad en tant que tel. Et lorsque vous parcourez les recueils de traditions prophétiques, les hadiths, notamment les canoniques, pas exclusivement, vous avez une section qu'on appelle Kitab al-Jihad, le livre du djihad, et vous avez de nombreux hadiths. Et dans ces recueils de hadiths, sur le djihad, vous avez la thématique eschatologique, elle est omniprésente, puisque vous avez des hadiths attribués aux prophètes qui disent que le paradis se trouve sous l'ombre des épées, par exemple. Donc là, je me demandais comment vous expliquez ce paradoxe. Un mouvement qui prétend incarner la communauté des justes, qui va mener la bataille finale, et qui mobilise, en dépit de son discours eschatologique, très peu le motif du djihad et la récompense induite par ce djihad combattant.
Alors, encore une fois, je ne suis pas experte en eschatologie, mais tout à fait, si, ils font beaucoup référence au djihad. Peut-être pas dans les motifs que j'ai utilisés ici, mais en tout cas, Dabik explique très bien que oui, tout à fait, le djihad, c'est le moyen de finalement revenir dans cette ville de Dabik et d'accélérer finalement la fin des temps pour arriver à cette bataille finale entre les deux. Mais il y a un autre aspect aussi, il y a un côté pragmatiste aussi de replonger, de repiocher dans ce corpus qui est gigantesque finalement, la tradition prophétique, et prendre ce qui nous arrange. Donc, alors, encore une fois, j'espère pas me tromper, mais à l'époque d'Al-Qaïda, on voyait un peu moins quand même cette référence à Dabik et à la bataille ultime, parce que à l'époque, il y avait des systèmes, en tout cas les républiques et les dictatures arabes étaient beaucoup plus stables, il n'y avait aucun signe qu'il y aurait une grosse déstabilisation, que la Syrie allait être en chaos. Et donc, on voit beaucoup moins dans Al-Qaïda ces références à Dabik. Par contre, on voit énormément des références à l'apocalypse morale et que les Juifs sont derrière beaucoup de choses, par exemple. Et je pense que l'État islamique a trouvé une opportunité qui reflète un peu la réalité sur le terrain. Je vous remercie. N'hésitez pas à poser des questions. Vous avez la parole. Allez-y, vous pouvez appuyer sur... Oui, merci. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, très passionnant. En fait, ça me fait penser à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, qu'est-ce que sociologie peut amener, ou qu'est-ce que l'islamologie peut amener à l'analyse du djihadisme. Il me semble qu'on a eu deux interventions assez complémentaires, mais il en manque une au milieu. C'est-à-dire qu'on a eu, moi j'ai tenté de faire une sorte d'analyse prosopographique la plus précise possible des conditions sociales de production des acteurs djihadistes, et vous avez remarquablement bien cerné l'imaginaire l'imaginaire salafiste djihadiste, l'imaginaire de ce type qui est produit dans ces revues, sur Internet, etc. Et donc finalement, la troisième intervention qui manque, c'est, ou qu'on aurait dû faire presque tous les deux, c'est comment l'un alimente l'autre. Et finalement, comment cet imaginaire textuel autour des hadiths, etc., est reçu, est réceptionné, faire un peu de sociologie de la réception de cet imaginaire par les acteurs eux-mêmes en fonction des conditions sociales qu'ils ont d'existence. Et je suis pas... Et ça, c'est vraiment un point central, mais c'est une vraie interrogation. Comment le discours nazi a été intégré par les élites nazies ou par les SS ordinaires ou par les SS-Gruppen, etc. Là, c'est pareil. Comment un discours de propagande est intégré par les acteurs? Cette intégration, est-ce qu'elle s'opère avec les outils intellectuels? Est-ce qu'ils analysent, voilà, ou est-ce qu'elle s'opère à travers le registre strictement émotionnel? Voilà. Donc, je pense que ça, c'est vraiment au cœur de la réflexion. Hein. Je pense pour comprendre les engagements radicaux et les engagements violents, c'est qui sont ces acteurs, comment ils pensent, et troisième élément, comment cette pensée est intériorisée, est acceptée et digérée par ceux à qui elle s'adresse. Et cette troisième intervention, c'est la plus dure. Oui, c'est la plus difficile à faire. Ouais. Oui, tout à fait. Ça voudrait dire qu'il faut conduire... Alors, dans quel cadre est-ce qu'on peut conduire ces interviews? Il y a toute cette dimension-là. Il y a aussi, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur cette obsession de la science. Parce que quand on dit les sciences islamiques, c'est le ulum, alim, un ulema, comme on dit en français, c'est un savant, un sachant. Et je pense qu'il y a un peu des deux. Donc, il y a des personnes qui vont faire le travail de bien se documenter, certes dans les limites de leur dogme, mais qui vont bien se documenter pour bien sortir. Il y a une blague aussi qu'on voit d'ailleurs dans les réseaux sociaux. Tes sources, c'est quoi tes sources? On le voit très souvent dans les commentaires. Donc il y a cet aspect-là un peu attiré par la connaissance, et il y a aussi d'autres personnes qui s'accrochent à ces motifs finalement très accessibles. En fait, c'est très simple, et en plus de la simplicité de certains textes, ils vous mettent une explication au cas où.
Donc, je pense qu'il y a absolument les deux et ce serait super intéressant. En tout cas, moi, je serais ravie de le faire, ce travail. Oui, mais c'est vrai, quand vous dites c'est quoi tes sources, ça, c'est moi, quand j'avais fait les entretiens, ce qui m'avait le plus frappé, c'était des gens qui me demandaient, mais en gros, voilà, je vais t'expliquer d'où je parle, quelles sont les sources. Et en fait, j'avais vraiment l'impression de parler quasiment à un chercheur. Enfin, j'exagère un peu. Le chercheur, qu'est-ce qu'il fait? Quand il écrit un article, il source tout ce qu'il dit. Hein, donc, il met des notes de bas de page, etc. Ben, le djihadiste, c'est un peu la même chose. Il va chercher à mettre des notes de bas de page pour sourcer, justifier absolument tout ce qu'il dit. Donc ça, c'est intéressant. Mais autant le chercheur, bon, il le fait avec une vraie réflexion sociologique et scientifique, autant le djihadiste, il faudrait voir s'il croit à la source qu'il émet ou s'il est simplement fasciné par l'imaginaire auquel cette source se renvoie. Voilà, j'aimerais juste aussi ajouter que il faut. Alors, il y a cette image ou ce sentiment d'amour de la connaissance, mais ça reste partiellement une illusion, et c'est pour ça que je suis revenue à cette slide-là. Je reviens sur. Oui, alors non, c'est de cette publication-là dont je parle, mais on ne voit pas très bien. Mais on voit ici comment les réseaux sociaux arrivent à montrer d'une manière créative une version moderne de ce hadith sur les 73 sectes. Donc, le hadith qui dit « Ma communauté se divisera en 73 sectes, toutes iront en enfer sauf une ». Et là, si vous voyez, alors je ne sais pas si vous connaissez un peu Instagram, mais là, on a des publications qui vous montrent en rouge toutes les sectes barrées, donc les sectes dont on ne veut pas entendre parler. Par exemple, là, on a les chiites, on a les mu'tazilites, je ne vois pas très bien, mais il y a finalement la pluralité de l'islam, on lui met un grand X, et celle qu'on choisit, c'est la salafia, c'est elle la juste, en fait. Et donc voilà, donc malgré tout, il resterait cette limite où je veux me plonger tant que je peux dans tout ce qui confirme mon dogme. Finalement, on est dans un biais de confirmation. Donc, moi, ce que je vois en tout cas dans mon travail, c'est qu'on traite uniquement les informations qui confirment déjà nos croyances. Donc ça aussi... Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, en attendant, n'hésitez pas ici. Oui, je voulais juste savoir, est-ce que ce qu'on observe en France, que ce soit pour la première enquête analyse, les premiers travaux qui ont été menés ou par rapport au travail de Fleury, est-ce qu'on observe exactement les mêmes choses dans les autres pays européens? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait avec des collègues, avec des pairs? Est-ce qu'il y a une association européenne ou oui. je ne sais quel groupement en fait, à ce sujet-là? Et est-ce qu'on observe les mêmes choses? Et après, est-ce qu'on peut quantifier combien de personnes en fait, sont sensibles en fait, à ces publications, à ces contenus? Est-ce que c'est un pourcentage infime? Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente? Merci. Alors, juste par rapport aux éléments qui sont dans ma présentation, alors c'est une veille qualitative, pas quantitative. Donc, tout ce que je fais, c'est prendre des captures d'écran et choisir les éléments qui sont les plus récurrents, qui sont bien sûr alimentés par mon propre algorithme que je travaille moi-même. Mais ces motifs-là, je les ai vus dans les 3 langues que je maîtrise en tout cas. Je suis sûre qu'elles sont présentes dans d'autres, mais les Rouraba, strangers, étrangers, c'est pour ça que je les ai mis dans les 3 langues parce que c'est très très présent. Par rapport à votre question, s'il y a une sorte de coopération, il y a le réseau du RAN, donc la Radicalization Awareness Network, qui est mise en place par l'Union européenne, qui est en gros un réseau qui rassemble tous ce qu'ils appellent les practitioners, donc les personnes qui travaillent dans ce domaine sur le terrain. Ils ont 9 pôles, si je ne me trompe pas. Ils font un réseau pour les polices spécialisées dans ces questions-là, les personnes qui font du exit work, donc le désengagement de l'idéologie. Ils ont un pôle communication, donc la communication d'un contre-discours ou un discours alternatif. Donc, il y a énormément
dispositifs qui sont mis en place, mais je pense qu'il y a encore de la marge pour améliorer et développer les choses. Et aussi, il y a eu la crise sanitaire qui a pas mal heurté un peu ces échanges-là, mais ça reprend. Ils organisent des échanges entre les personnes qui travaillent dans les mêmes domaines à travers les pays européens. Oui, vous avez en effet le réseau RAN qui est vraiment important. Puis vous avez beaucoup de coopération bilatérale ou trilatérale avec des chercheurs. Moi, je travaille beaucoup avec des chercheurs belges, j'ai eu des contacts avec des chercheurs allemands. Les Anglais aussi sont très en pointe sur le sujet. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que depuis, singulièrement depuis les attentats de 2015 à Londres, qui ont été vraiment l'élément déclencheur, beaucoup plus que 2001. Parce que 2001, bon, c'était une projection de commando extérieur qui est venu commettre un attentat à New York. 2015, c'est des Anglais qui tuent des Anglais. C'est vraiment des gamins anglais qui vont commettre un attentat. Donc, c'est vraiment la naissance du terrorisme domestique. Et là, ça a créé un effet de sidération incroyable, qui en France s'est ressenti évidemment avec les attentats du 13 novembre, où désormais, je vais être un peu direct, mais vous mettez le mot radicalisation dans un projet de recherche, mais vous donne de l'argent. Il y a une façon d'avoir de l'argent, c'est de mettre radicalisation quelque part. Moi, j'ai participé à 3 projets, dont un projet qui a coûté assez cher, on va dire, un budget de plus de 200 000 euros. On a eu le budget en quelques semaines. Il nous aurait fallu 1 an pour obtenir un budget pareil. Et là, ça a été extrêmement rapide. Donc, oui, il y a une dynamique de recherche qui est peut-être un peu en train de se calmer. Mais il y a une dynamique de recherche sur les sujets en lien avec la radicalisation, transnationaux singulièrement, qui fait qu'il y a beaucoup d'équipes qui travaillent dessus. À mon sens, il y en a même trop. Je pense qu'à terme, il va y avoir une section du CNU qui va s'appeler la radicologie. On va voir apparaître. Parce que voilà, c'est un peu délirant. Alors, ça m'amène justement à la question suivante, à savoir tous ces travaux sont censés servir à comprendre, à avoir des profils et donc à travailler sur la déradicalisation. Gérald Bronner, d'ailleurs, qui a été cité, avait travaillé, il avait été nommé, je crois, par le président de la République. Il en a écrit un bouquin, mais qui était un peu mi-raisin par rapport aux résultats. Il y a quelqu'un d'autre qui, si j'ai bien compris, a fait un peu de bruit, c'est Dunia Bouzard, qui a travaillé sur bon, et qui parfois a été sujet à controverse. Et j'allais dire, finalement, vers quoi on tend, quelles pourraient être les solutions, quelles pourraient être les pistes pour essayer de. Enfin, je ne sais pas si on va régler le problème un jour, parce que c'est un peu utopiste. Et puis, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir, pour enrayer peut-être ces mouvements? La question que vous posez est d'une certaine façon en France, en tout cas vraiment importante, c'est la question des influences des sciences sociales sur les politiques publiques et sur la décision publique. Je crains, alors là pour le coup je ne suis pas très optimiste, je crains que les sciences sociales soient vues avec une certaine distance par les décideurs publics. À mon avis, ça tient au fait qu'on est dans un pays où les décideurs publics sont passés par l'ENA, Sciences Po, l'ENA, et donc ils n'ont jamais fait de sociologie, ils n'ont jamais fait de sciences sociales, puis ils s'en foutent éperdument, ou alors Polytechnique, ou alors HEC, etc. Donc ils s'en foutent éperdument. Il y a une coupure, une césure très nette entre les deux mondes, le monde des chercheurs en sciences sociales, je mets au sens très large, et les décideurs publics. Et donc c'est vrai que la rencontre est super, super difficile. Je vous donne un exemple, le COSPAD, moi je suis membre du COSPAD, mais 5 universitaires membres du COSPAD, plus toutes les agences de renseignement français. C'est un milieu potentiellement super intéressant. Vous avez en face de vous le patron de la DGSI, de la DGSE, du CLAT, etc. Alors je peux vous dire que les échanges d'informations, c'est compliqué. C'est-à-dire que, et dans les deux sens, je pense qu'un monde se méfie de l'autre. Donc bon, voilà. Donc c'est très difficile. Alors malgré tout, pour le coup, bon, là, il y a un schéma d'expertise qui est une politique publique qui va être évaluée probablement, qui est la politique publique de l'ADAP. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'a fait l'ADAP? Qu'est-ce qu'a fait la direction de l'administration pénitentiaire pour gérer cette question? La direction de l'administration pénitentiaire a su écouter, à mon avis, certaines remarques qui ont été faites par les chercheurs en sciences sociales sur les modes, non pas de déradicalisation, parce qu'ils n'utilisent plus du tout ce terme, de désengagement. On parle de désengagement, pas de déradicalisation, sur les modes de désengagement. Et je pense que leur modèle est, pour l'instant, plutôt efficace. Alors, c'est compliqué, mais en tout cas, on pourrait raisonner à contrario et se dire qu'il n'y a pour l'instant jamais eu un djihadiste qui est sorti de prison, et il y en a eu beaucoup,
énormément, qui a commis un massacre dans le métro à Paris. Ce qui était quand même la grosse crainte, hein, qu'il y ait un type qui sorte et puis qui commette un massacre. Pour l'instant, ce n'est pas arrivé. Je dis moi, mais ça, c'est pas arrivé. Donc on peut se dire, oui, ça a peut-être bien fonctionné. Et c'est vrai que cette évaluation QER, QPR, QI, DO, etc., les modèles d'évaluation, le recrutement des médiateurs du fait religieux, qui sont tous des docteurs avec des connaissances très fortes en sciences sociales et en islamologie, etc., c'est une bonne chose. Donc voilà, il y a quand même des éléments positifs et rassurants. Mais je crois que la France, peut-être plus que d'autres pays, est un pays où il y a une coupure très nette entre les élites dirigeantes et, en effet, les chercheurs en sciences sociales, parce que c'est des gens qui ont été socialisés dans des mondes complètement différents, qui tient la coupure entre grandes écoles et universités, tout simplement, hein, qu'on retrouve nulle part ailleurs dans le monde. Qu'en France, où vous avez des grandes écoles dont sont issues toutes les élites, et les universités dont sont issus, entre autres, les chercheurs. Et ces gens ne se connaissent pas. Ils ne se parlent pas. Il y a quand même un ancien Premier ministre qui avait dit que la sociologie était une science de l'excuse. Bon, ça montre à quel point il n'avait pas fait de sociologie dans sa vie et le peu de crédit qu'il accordait à cette discipline. J'ajouterais aussi, pour rejoindre totalement, j'ajouterais aussi une autre difficulté. Alors, vous avez parlé d'intervention, donc il y a généralement, on identifie 3 types d'intervention. Donc, il y a l'intervention primaire, donc c'est comment adresser un public qui n'est pas radicalisé, mais qui est vulnérable, qui serait vulnérable à un discours radical. Après, on a l'intervention secondaire, c'est un public qui est complètement en voie de radicalisation. Et il y a l'intervention tertiaire qui est finalement la prévention de la récidive. Donc, comme Monsieur Crétier a très bien dit, l'administration pénitentiaire a tout un arsenal de médiateurs du fait religieux qui attaquent la question frontalement. Je crois que la difficulté, en plus de l'importance qu'on accorde aux sciences sociales, il y a aussi le fait en tant qu'intervention primaire, c'est-à-dire c'est quand même grand public, avec la loi 1905, comment on fait pour financer un discours où vraiment, la religion quand même est un aspect très important, comment on l'adresse avec de l'argent public sans parler de religion. Donc généralement, ce qu'on voit se faire, et c'est pas mal non plus, c'est un moyen de contourner la question en faisant des ateliers éducation media literacy ou alors éducation aux médias, éducation pensée critique, tout ça, mais qui sont en quelque sorte une intervention pour la lutte contre la radicalisation. Donc ça aussi, je pense que c'est un autre obstacle. Ou alors, il faut le temps de concordat de la Moselle, en tout cas. Merci. Monsieur Alain, vous avez une question? Oui, c'est pas vraiment une question parce que je ne suis pas qualifié dans le domaine. Je suis prof de littérature, mais je m'intéresse beaucoup aux imaginaires et en ce moment, notamment à la question de la mémoire coloniale et puis aussi de l'extrême droite. Moi, j'ai été interpellé dans votre exposé par l'expression apocalypse morale. Alors, bon, je me suis demandé si ça pouvait être une apocalypse morale. Alors, je ne comprends pas très bien ce que c'est, donc c'est peut-être mon coup. Mais ce qui m'a en tout cas frappé en vous entendant, et c'est peut-être pour répondre à la question de l'opposition tout à l'heure, est-ce que ça se passe au niveau intellectuel, plutôt au niveau sensationnel, du sentiment, on va dire. Moi, j'ai l'impression, mais c'est parce que ces temps-ci, j'écoute beaucoup les gens de mon quartier qui votent pas forcément comme moi je voterais. Et j'essaie de les faire parler. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est cette revendication de dignité morale. J'ai l'impression que cet aspect-là, de mener une vie bonne sur le plan moral, de mener une vie digne, est quelque chose de très, très, très important dans l'anxiété contemporaine. Simplement dire qu'on... Voilà. Et j'ai l'impression que je retrouve ça dans les discours que j'entends. C'est-à-dire est-ce que simplement ce désir de mener une vie morale ne justifie pas tout et n'est pas le principal passage
justement, entre... parce qu'on a tout le temps affaire à des choses extrêmes et on se dit, ben moi, je ne suis pas du tout tenté par le djihad, j'ai jamais eu oui, ça ne me concerne pas. Mais en réalité, à l'intérieur de moi, ou dans mon quartier, chez des gens qui ne sont pas du tout musulmans, je ressens voilà, cette même tendance à se laisser dériver vers des hypothèses d'explication qui peuvent être qualifiées de radicales. Ils n'y vont pas parce qu'ils savent que ce n'est pas bien, mais ils iraient volontiers. Surtout s'ils n'avaient pas un voisin comme moi pour de temps en temps leur faire la causer. Donc, oui, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est une apocalypse morale? Bon. Et puis, voilà, est-ce que cette question-là ne serait pas la chose à laquelle il faudrait s'intéresser aujourd'hui, plus qu'à d'autres choses, parce que nous semble qu'elle est plus fondamentale? Alors, moi, je pense qu'il faut absolument s'intéresser à cette question. C'est quand même très interpellant. Alors après, la semaine prochaine, David Cook en parlera beaucoup mieux que moi. Comme je l'ai montré dans certaines slides, on a carrément des textes qui vous disent que l'ère antérieure à l'ère messianique est la pire de tous. Et ça rejoint après des théories du complot qui disent que finalement, la Terre tend vers une chute morale, une chute de vertu pour se préparer à l'arrivée du Déjal. J'ai déjà vu des posts en train de dire, évidemment, si l'Antéchrist arrivera demain, personne ne le suivrait. Mais il faut que la Terre soit suffisamment corrompue pour qu'on le suive tous. Et donc, pour corrompre la Terre d'une certaine manière, il faut préparer. Alors, je n'ai pas envie de rentrer dedans parce que sinon je ne vais pas me taire, mais il y a carrément une théorie qui dit que l'architecture aujourd'hui est un channels. Ça attire de l'énergie cosmique qui prépare à charger la Terre d'une charge négative pour l'arrivée d'un vortex du Terre. Voilà, c'est très farfelu, il y a plein de théories. Mais aussi, je ne sais pas si c'est pertinent, mais il y a aussi une autre dimension, c'est avec l'intensification des réseaux sociaux, des notifications qu'on reçoit chaque seconde de tout événement choquant qui arrive à travers la Terre. Donc, on a cette impression-là, et Steven Pinker, je crois, et Yuval Noah Harari en parlent beaucoup sur cette impression que on a l'impression que tout va mal, mais uniquement parce qu'on est beaucoup plus informé grâce aux notifications. Mais que finalement, la violence est carrément en déclin si on la compare avec les époques précédentes. Et justement, c'est un récit que j'entends très souvent des personnes justement judiciarisées pour fait de terrorisme qui sont convaincues qu'on a perdu la morale, qu'on a perdu notre boussole éthique. Mais c'est simplement parce qu'ils ont subi un choc moral. Leur algorithme, justement, les réseaux sociaux enregistrent ce qu'on aime, ce qu'on a envie d'entendre, ce qui nous passionne, ce qui nourrit nos fantasmes. Et finalement, notre fil Twitter, Facebook ou Instagram va que nous nourrir de ces questions-là. Et si moi, je like ou je passe plus de temps sur des publications qui confortent mes croyances qu'il y aura une apocalypse morale, et ben, je vais voir que ça. Et c'est ce cercle vicieux qui, je pense, nourrit cette idée d'apocalypse morale. Mais je pense que David Cook en parlera la semaine prochaine. Merci. Merci. Alors, on peut prendre une dernière question. Je vois qu'il y a une question en ligne. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Pour prolonger ce que vous avez dit tout à l'heure, alors effectivement, quand Daesh a mis en place son proto-califat, la communication a été un enjeu central et parmi l'un des premiers, le ministère de la Communication, avec Dablic et ses autres publications, et avec une certaine sophistication et une bonne connaissance sociologique aussi des publics visés, puisque en général, tout était destiné soit à des publics anglo-saxons, français, en d'autres langues, ou même suivant les profils, on va dire, socio-culturels des possibles prospects et cibles de ces communications. Et vous avez parlé également des prisons. Alors, je voulais juste savoir si aujourd'hui, vu l'état de Daesh, vous avez le sentiment que ces publications sont toujours aussi ciblées et ciblent des publics bien particuliers. Et deuxièmement, dans ce cadre-là, vous avez évoqué des prisons en faisant référence notamment à des
à certaines références fréristes comme Coute, voilà, où la prison était un moment de réflexion, de pénitence, mais aussi de rebond futur pour pouvoir défendre la cause. Est-ce que vous avez l'impression que ces communications en direction des prisonniers sont uniquement destinées à celles et ceux qui sont dans les camps du nord-est syrien, ou Daesh a l'intention de toucher ceux qui vont devenir et qui sont déjà un vrai enjeu pour les sociétés occidentales, à savoir les sortants, ceux qui sont en passe de l'être dans les prisons françaises? Merci, monsieur. Alors, la question, est-ce qu'elle est pour Madame El Kurdi, pour Laurine El Kurdi, ou pour monsieur Xavier Chrétier? Pour Madame El Kurdi, oui. D'accord. Alors, ce que je peux vous en dire de ce que je vois en ligne, mais aussi sur le terrain, en tout cas, ce qu'il en reste des sympathisants, des personnes qui ont vécu du coup ce projet califal, j'ai l'impression qu'on pourrait même citer Marc Ecker et Tenenbaum, on arrive à la fin d'un cycle, on dirait, et en attendant le prochain, on va se maintenir au maximum. Donc on va le faire, comme j'ai dit tout à l'heure, à travers des rappels religieux. Donc finalement, ce qui nous rassemble, nous, en tant que communauté, c'est la religion. Ce qui nous rassemble, c'est un peu aussi nos expériences, notre sympathie pour les prisonniers, pour les femmes dans les camps. Et je pourrais même citer une jeune femme qui était, je ne peux pas trop donner de détails sur elle, mais qui était vraiment d'une radicalité sans nom, et qui disait que finalement, maintenant, elle est contre l'État islamique parce que ça nuit au pilier central de la société, donc c'est la famille. Pour elle, l'État islamique a nuit à la famille parce que l'État islamique a fait appel à la hijra malgré tout, et que si vos proches ne sont pas d'accord avec votre pensée, eh ben faites quand même la hijra parce que eux, c'est des mécréants. Donc elle critique l'État islamique de cette manière-là, ce qui est pas mal. Sauf que je lui ai posé la question et je lui ai dit, bon, mais s'il y aurait un jour un autre projet qui ne nuira pas à la famille, un projet califal, est-ce que tu le rejoindrais? Bien sûr, elle a répondu à côté. Elle a dit, tant que ça nuit à la famille, je me désavoue de cette idéologie-là. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a quelque part, finalement, aussi considérer que tous les pays musulmans aujourd'hui sont des terres de koufr, des terres de mécréance, et maintenir ce discours-là vous pousse à vouloir créer finalement un État musulman. Islamique selon ces personnes-là. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Merci. Merci infiniment. Au revoir. Donc, je remercie les invités, donc Laurine El Kurdi et Xavier Chrétier, pour leurs deux interventions qui nous ont permis d'y voir un petit peu plus clair sur cette mouvance ou ces mouvances djihadistes d'un point de vue sociologique et aussi en ce qui concerne la rhétorique eschatologique. Et nous allons mettre fin à cette journée et encore une fois, je tenais à vous remercier pour vos interventions. Je tiens aussi à remercier encore une fois le Bureau central des cultes du ministère de l'Intérieur, puisque je le rappelle, encore une fois, ce projet est financé par le BCC dans le cadre de l'appel Islam, Religion et Société 2021. Il est hébergé aussi, ce projet, par le laboratoire écriture, et il se concrétise, il se réalise dans le cadre d'une collaboration entre moi-même et le département de théologie de l'Université de Lorraine, ici à Metz.